après plus de 20 ans, je ressens encore vaguement le choc d'étonnement que j'avais subi alors. Il m'a fallu du temps pour saisir toutes les dimensions de cet incident. Mais est-ce une exagération de dire que cette révélation brutale de l'abîme entre la fonction et la récompense, la révélation qu'un artisan extrêmement qualifié, qui pouvait littéralement tenir toutes nos vies entre ses mains, était bien content de pouvoir dérober de la nourriture à notre table, m'en a appris bien davantage que ne l'aurait fait une demi-douzaine de pamphlets socialistes. Alors des expériences de cette sorte, ou inversement, des expériences de fraternité, c'est-à-dire d'abolition temporaire de la domination de classe, vécues parmi les parias ou parmi les paysans espagnols, sont partout présentes dans ces écrits. Et elles sont au fondement de son socialisme, et du socialisme peut-être tout court, si celui-ci est compris avant tout non pas comme une philosophie de l'histoire, ou comme une théorie économique ou sociologique, mais essentiellement comme la conviction qu'il est possible d'établir une société libre et égale parmi les êtres humains, c'est-à-dire une société sans domination de classe. Et pour Orwell, le combat pour affaiblir, abolir la domination de classe n'est pas seulement une perspective à long terme, à l'horizon, c'est le prisme à travers lequel il voit et juge tous les événements, les grands événements de la politique mondiale, mais aussi jusqu'aux plus infimes événements de la vie quotidienne. On voit par exemple, quand on lit les chroniques analyses. Alors, je note en passant, mais ça c'est pour ouvrir le débat avec Jacques Delisle, que l'attitude d'Orwell est à mon avis en opposition flagrante avec la troisième croyance libérale du conservateur libéral socialiste qui est décrit par Kolakowski dans l'article que Jacques Delisle faisait tout à l'heure. C'est que pour Orwell, l'égalité n'est pas simplement un moyen, c'est une fin en soi. Dans une chronique à ma guise, où il est question de la fin du rationnement vestimentaire et du retour des revers de pantalon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il rejette expressément l'idée que l'égalité pour laquelle il faut combattre ne devrait jamais être un nivellement par le bas, mais toujours une égalisation par le haut. C'est ce que dit Kolakowski. Orwell écrit ceci. Mais, c'est une lectrice qui va faire des remarques là-dessus, et dont il reprend l'idée, ne devrions-nous pas toujours égaliser vers le haut plutôt que vers le bas? Réponse d'Orwell, dans un certain nombre de cas, je pense que c'est impossible. Tout le monde ne peut pas avoir une Rolls-Royce. Quant à la suggestion que tout le monde devrait aller à Eton ou à Harrow, elle est absurde. Ce qui fait la valeur de ces endroits aux yeux même de ceux qui les fréquentent, c'est justement leur caractère exclusif. Donc, comme on ne peut pas donner à tout le monde certains produits de luxe, il est préférable que personne n'en possède. Je crois que le tranchant de l'égalitarisme orwellien ne devrait pas être émoussé. Deuxième facteur, à mon avis, de l'évolution politique d'Orwell vers le socialisme, c'est qu'Orwell ne raisonne pas en politique comme un intellectuel, mais comme un politique. C'est-à-dire que l'action et la volonté sont pour lui premiers. Le test auquel il soumet toute déclaration, tout programme politique est: voulez-vous effectivement ce que vous dites vouloir? Alors il y a au moins 3 versions de ce test. Première version: si ce que vous dites vouloir n'a aucune chance de se réaliser, si vos discours, votre agitation n'ont aucune chance d'avoir prise sur la réalité, alors en réalité, vous ne voulez pas. C'est par exemple ce qu'il dit aux conservateurs de tout poil qui voudraient revenir au capitalisme de laisser faire, on en parlera tout à l'heure, ou à de petites communautés rurales comme Chesterton. Ils se font simplement plaisir et ils se racontent des histoires. Version numéro 2 du même test: si vous ne voulez pas les moyens de ce que vous dites, de ce que vous prétendez vouloir, alors vous ne le voulez pas effectivement. Par exemple, les pacifistes qui déclarent être opposés à Hitler, mais qui refusent la guerre contre lui ou les armes pour la faire. Troisième version: si vous ne voulez pas les conséquences probables de ce que vous prétendez vouloir, alors vous ne le voulez pas effectivement. Par exemple, la gauche britannique qui prétend vouloir l'indépendance de l'Inde, mais qui cache au peuple que celle-ci entraînera une baisse du niveau de vie en Angleterre. Alors, on n'en finirait pas de citer les sarcasmes d'Orwell contre tous les discours, engagements politiques qu'il juge être de la blague, humbug, ou du fantasme masturbatoire, une formule qu'on trouve dans ses journaux.
La politique est clairement pour Orwell le lieu de l'effectivité, et Orwell là-dessus est un réaliste. Non pas au sens de Burnham, non pas au sens de la réelle politique et du cynisme, qui sont jamais que le culte de la puissance et du mépris des valeurs morales communes, mais au sens où la politique commence par la reconnaissance que les pierres sont dures et que 2 et 2 ne font pas 5. Et si l'expression éthique de la responsabilité n'était pas aujourd'hui aussi galvaudée et finalement prise, je dirais que la politique, selon Orwell, est à mon avis une des meilleures illustrations de la conscience des exigences auxquelles doit se soumettre, selon Weber, dans son fameux texte sur la vocation politique, justement celui qui a une vocation politique, l'homme politique. Troisième facteur, et il y a un lien évidemment entre ce troisième facteur et ce que je viens de dire, le socialisme apparaît à Orwell comme le moyen le plus rationnel, c'est-à-dire à la fois le plus juste et le plus efficace, de faire face à la crise des années 30, qu'il interprète, à l'instar de ses contemporains, comme une crise à la fois économique et de civilisation. Le capitalisme de laisser-faire est un échec. Il y a dans la population un désir profond et légitime de sécurité, c'est-à-dire une organisation rationnelle de l'économie, une protection contre le chômage, un système de santé accessible à tous, une éducation publique et gratuite. Désir que le capitalisme privé est incapable de satisfaire, qui suppose la mise en place au minimum d'un État-providence. Les fascismes et le communisme s'appuient sur ces aspirations. Il semble à cette époque à beaucoup plus efficace, mais il ne s'attaque pas seulement aux libertés, il crée de nouvelles formes de domination qui ne reposent plus seulement sur l'argent, mais sur la force brutale et sur le pouvoir nu. La seule issue rationnelle, j'insiste là-dessus, est un socialisme démocratique qui combine l'efficacité économique du collectivisme et la sauvegarde des libertés politiques et culturelles. Dans la seconde partie du Kellwegian, Orwell n'hésite pas à déclarer « Tout être capable de se servir de son cerveau voit bien que le socialisme, en tant que système appliqué sans réticence à l'échelle mondiale, offre une issue à nos maux. Le socialisme nous garantirait au moins de quoi manger, même s'il n'est à nous priver de tout le reste. En un sens, le socialisme est si conforme au bon sens le plus élémentaire que je m'étonne même parfois qu'il n'ait pas déjà triomphé. » Alors évidemment, au moment même, et dans le livre même, où Orwell fait cette déclaration, Orwell reconnaît avec une lucidité qui est assez rare à gauche à cette époque, que le socialisme, non comme idée, mais comme réalisation, a échoué et qu'il a échoué partout. Il a échoué en URSS où il s'est transformé en une des pires tyrannies de l'histoire qui a instauré un nouveau système de domination de classe, collectivisme hiérarchique. Il a échoué en Allemagne et en Italie où il a été défait par le fascisme. Et il a échoué en Grande-Bretagne et en France où il était incapable d'entraîner une majorité des classes populaires et moyennes dans un projet de transformation sociale démocratique radical.